Hello, everyone, and welcome to today's Bonjour à webinar. tous et toutes, bienvenue au webinaire Before we get d'aujourd'hui. started, I want to Avant go de over a few commencer, instructions and j'aimerais guidelines. passer en revue quelques This directives. webinar will be presented in Ce English and webinaire se French déroulera with en anglais simultaneous avec interpretation available interprétation in both simultanée languages. dans les deux langues. To choose your preferred audio Pour source, sélectionner click on the globe l'audio que vous icon préférez sur le labeled bureau, cliquez sur le bouton Interpretation at the d'interprétation, bottom of l'icône de your globe Zoom qui se screen trouve au bas and du select panneau the de language navigation you sur wish. votre bureau. On mobile, Donc, sur tap un the appareil three mobile, dots or the cliquez sur More l'icône icon More and avec les trois tap petits points Language Interpretation. et cliquez sur Interprétation de Live or langue. closed captioning is also available. Donc, il y a également les The sous-titrages. presentation slides are available in Les English diapos and du French. bureau sont To disponibles en view your anglais et en preferred language français. and presentation slides Alors, on desktop, pour go to the voir top of your votre langue de screen and choix, click the tab that says allez either en haut de English votre écran et slides cliquez sur or Diapo all en voices. anglais ou en français. On mobile, there will be a small Sur screen les share appareils mobiles, vous drop-down at the voyez top of your un petit screen, menu déroulant, and when you partager click it, it l'écran will dans le show haut de the votre slide écran et lorsque vous options. cliquez dessus, les options de la diapositive s'afficheront. All participants automatically have their Tous les mics and cameras participants off. éteignent automatiquement If le you have micro et questions for the caméra. presenters, Si vous please avez des type them questions in the pour les Q&A box. présentatrices, veuillez s'il vous And plaît there les will be a saisir bit of dans la time boîte de for questions et Q&A réponses. Nous aurons at le the temps end of our pour une presentation. séance de questions et réponses à la fin de la The présentation. chat is now open, but Maintenant, it la will boîte de close when clavardage the sur le speakers chat est begin their ouverte, mais se presentation. fermera lorsque les If you're présentatrices commenceront experiencing la technical présentation. difficulties, Si you vous can avez post des those questions questions in the techniques, Q&A as vous well. pouvez saisir ces questions dans la séance questions et réponses également. There will be an evaluation form that Il automatically y aura opens in un your formulaire browser after d'évaluation the qui webinar has s'ouvrira ended. automatiquement A dans certificate votre of navigateur participation will une be fois le generated webinaire once you terminé. Un complete this certificat de evaluation. participation sera généré une fois que vous avez This terminé webinar is cette being évaluation. recorded. Ce webinaire est The enregistré. recording, slides, and a L'enregistrement resource list et will tout be le posted matériel, les on diapos, the Awareness etc., to Action seront Family affichés sur le Violence, site Family web du Abuse réseau Law d'apprentissage et vous webinar seront envoyés par website, courriel as well as on après the Red l'événement. Flag Et également, webpage on va and les en mettre sur emailed to you le after the site event. web de justement de drapeau rouge et on vous les enverra So we're par now courriel going après. to officially begin. Nous allons officiellement It's commencer. such a pleasure to be here. C'est un grand My plaisir name is d'être Katrina là. Je Scott. suis I am Katrina the Scott. Academic Director Je at the suis la Center for directrice Research and académique au Education Centre on de la Violence recherche et de Against Women l'éducation and sur Children violence faite aux femmes et here aux at enfants Western University. de l'Université Western. Today's webinar is Le on webinaire Red d'aujourd'hui Flag Law porte Awareness, sur la protecting sensibilisation de against la loi Drapeau firearm rouge, harm in gender-based protéger violence. contre les méfaits provenant de We begin with la the Pledge of violence commise Allegiance. avec les armes à feu. Commençons I avec want notre to reconnaissance acknowledge des that we terres. are learning, J'aimerais speaking, reconnaître and que nous hosting this apprenons, virtual parlons event on the et traditional donc présidons lands cette réunion of the sur Anishinaabe, les terres traditionnelles des Anishinabek, Haudenosaunee, les Haudenosaunee, Lenapewauk, les and Lenapawak Chenaantong et les nations. Chenal, donc toutes ces These nations. lands are connected to Ces the terres Land sont Kingdom and reliées Sovereign avec le Treaties comté de of London et les traités 1796 de and Dish with One Spoon Covenant 1796 Wampum. et donc le Wampum Today, Pacte this land Dish with One continues to Spoon. be home Aujourd'hui, to ces terres many continuent indigenous peoples d'abriter from beaucoup de across the peuples Turtle autochtones Islands. sur toute l'île de la Tortue. We give our deep respects to the first Nous inhabitants of aimerions this donc land and remercier profondément recognize les premiers that habitants de ces terres, acknowledgement nous of indigenous reconnaissons que lands is reconnaître a les terres privilege autochtones comes with donc a responsibility proviennent to avec la understand the responsabilité history de and comprendre ongoing impacts l'histoire of et des impacts settler contenus colonization. de la colonisation des colons. These impacts continue to Ces occur in impacts continuent de disproportionate se and faire everyday ways connaître de against façon indigenous disproportionnée tous les communities. jours chez We les also communautés reflect autochtones. Et those nous who devons came to this réfléchir land aux personnes qui nous ont involuntarily, précédés, enfin les gens qui particularly sont venus those de façon brought to these lands involontaire, et c'est because surtout of the ceux qui sont transatlantic amenés ici slave dû au trade commerce and slavery. d'esclavage transatlantique et l'esclavage. Doing a land acknowledgement at the Donc, beginning faire of une a reconnaissance webinar de in the terre au début area d'un of family webinaire en violence and matière de family law violence is familiale important to et du me droit for many familial est reasons. important pour moi pour bon nombre One de concerns raisons. access to Tout justice. d'abord, c'est une question d'accès à la As we begin justice. our conversation Alors que today, nous commençons I think notre it's important conversation to aujourd'hui, il remember est that important de access nous to a rappeler qu'à fair justice l'accès system à un response is système not de equally justice available to all. juste et cette réponse juste n'est Indigenous pas peoples in disponible à Canada tous. Les often peuples face autochtones au Canada racism when souvent trying font to get face au help from racisme legal en system essayant actors, d'obtenir de l'aide and as a des result, acteurs du they may système be juridique et par justifiably conséquent, de more façon distrusting justifiée, of the family elles ont court moins system. confiance vis-à-vis du système des tribunaux familiaux. And as I was reminded in a Et alors, comme conversation m'a the other rappelé dans day, une conversation que j'ai where eue you l'autre jour, live makes a big là où vous difference habitez in fait une très grande access that you différence au have niveau de or l'accès don't have que to the vous avez ou courts. n'avez pas vis-à-vis du In many système rural and northern areas, judiciaire. Et courts dans may beaucoup only de sit régions for a few rurales, days.
Donc, les tribunaux ne siègent que pendant quelques jours. Se rendre à un endroit où les tribunaux siègent plus régulièrement peut être fort difficile. Cela signifie que l'accès à la justice et à laquelle nous croyons qu'elle est disponible à tous, réellement n'est pas disponible à tous. Et je crois qu'il est important que nous en tenions compte dans nos conversations aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé dans le série continue qui est dirigée par le projet Sensibilisation à l'action financé par le ministère de la Justice Canada. Ce projet Sensibilisation a comme but d'étendre la formation basée sur les connaissances des traumatismes pour les spécialistes des violences basées sur le genre et du droit de la famille et de promouvoir des outils d'évaluation standardisés pour orienter la prise de décision dans les affaires de garde liées à la violence familiale et pour aider donc aux professionnels à promouvoir la sécurité. Tenir compte des armes à feu fait certainement partie d'une des choses dont il faut tenir compte. Pour en savoir plus sur le projet sensibilisation à l'action et regarder les ressources, veuillez s'il vous plaît consulter le site web par le biais du lien que nous mettons ici dans le chat. Et vous pouvez vous renseigner davantage également sur donc, le projet de sensibilisation de la loi Drapeau rouge du centre. Ces liens seront également affichés dans la boîte de clavardage. Alors que nous commençons, j'aimerais présenter nos présentatrices pour le webinaire d'aujourd'hui et elles vont intervenir à différents moments tout au long de notre discussion. La Dr. Carolyn Fraser est membre du comité d'examen des décès liés à la violence des VDRC d'Ontario, une experte reconnue dans le domaine de la prévention de la lutte de la violence familiale. Depuis 2017, elle travaille à l'Ontario Police College en tant qu'experte et résidente en matière de violence domestique. Elle coordonne et dispense des programmes de formation spécialisés en matière d'enquête, notamment les cours sur les enquêtes. Suzanne Dacour, directrice des affaires juridiques à l'Association nationale des femmes et du droit. Elle est autrice féministe, chercheure et conférencière. Elle a récemment, justement, obtenu son doctorat en droit à l'Université d'Oxford avec une thèse sur la violence sexuelle entre partenaires. Hadi Retchen a obtenu un baccalauréat en génie civil à l'École polytechnique à Montréal en 1990. Donc, elle a un bachelier en génie civil. À la suite du massacre perpétré dans son université le 6 décembre 1989, elle a choisi de consacrer sa carrière à l'amélioration de la sécurité publique plutôt que de poursuivre dans le domaine de l'ingénierie. En 1990, elle a confondé la Coalition pour le contrôle des armes à feu et elle a été la directrice générale jusqu'à peu après l'adoption de la loi sur les armes à feu du Canada en 1995. Elle poursuit son action en tant que coordinatrice donc, dans le domaine aujourd'hui. Et finalement, Amélie Talon va également parler. Elle dirige notre travail de sensibilisation à la loi Drapeau rouge à la Québec. Elle a fait des études de droit à l'Université de Victoria et elle a commencé à travailler dans le domaine de la justice réparatrice. Depuis quelques années, elle s'est concentrée sur la compréhension des vécus de la violence familiale, des survivants de la violence donc domestique, en naviguant à travers le système de justice et développer des ressources pour aider les parties à naviguer à travers le système. Donc, ce webinaire va être donc des présentations brèves ainsi qu'une discussion facilitée. Nous allons commencer avec un aperçu du développement, l'objectif et les éléments pratiques justement de la loi récente, les lois récentes sur le drapeau rouge. Ensuite, nous allons mettre ces dispositions dans le contexte des autres protections disponibles sur les armes à feu disponibles au Canada. Nous allons parler des enjeux, les embûches qui étaient là pour mettre en œuvre cette loi et quelles sont les applications pratiques de ces nouvelles lois dans le droit de la famille. Si vous vous intéressez surtout à la façon de naviguer à travers ces nouvelles lois, nous vous encourageons à avoir accès aux ressources qui sont créées, publiées par la Sécurité publique du Canada. Et on va vous insérer le lien dans un instant. Et vous trouvez également plusieurs fiches d'informations disponibles en ligne, dont une que j'aime surtout, produite par l'Association des femmes autochtones du Canada. Nous allons également mettre ça dans le chat. Mais comme nous disons, les drapeaux rouges, ce n'est qu'un seul discours parmi beaucoup d'autres. Il est important de tenir compte de tous ces outils.
Nous allons également vous montrer d'autres ressources disponibles à la fin de ce webinaire sur d'autres façons de supprimer les armes à feu. Mais en fait, il s'agit d'un domaine très complexe. Ça m'étourdit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, sous quelles conditions, avec quel échéancier, quels sont les risques? Et les réponses à toutes ces questions sont importantes au niveau relativement à là où vous habitez, car dépendant de la province, de territoire dans lequel vous résidez, vous aurez donc accès à différents moyens de suppression des armes à feu. Pour les participants en Ontario, alors nous visons à créer quelques guides pratiques de comment faire, comment procéder, qui seront disponibles plus tard en 2026. D'autres groupes travaillent également sur des guides semblables dans d'autres provinces. Mais pour le moment, ce que nous vous encourageons à faire, c'est de vous joindre à nous dans la discussion sur les éléments complexes de ce domaine. Et nous voulons vraiment réfléchir à ce que cela signifie pour l'histoire, également pour la défense des droits à l'avenir. Ce qui est moins difficile, donc, en outre l'utilisation de différentes dispositions pour supprimer les armes à feu, c'est le besoin de réfléchir à la relation entre les armes à feu et l'homicide familial. Certains d'entre vous auront vu les webinaires que nous avons organisés cet automne où il y avait plusieurs chapitres du rapport CEDVP, dont un portait sur les homicides par arme à feu en cas d'homicide domestique. Et vous vous rappellerez peut-être dans cet examen de ces homicides en 2002 et 2023 en Ontario, 29% de tous les décès étaient causés par une arme à feu. Des dossiers qui impliquaient des armes à feu n'avaient pas autant de fatalités et c'est d'autant plus préoccupant en région rurale. Il y avait d'autres recherches internationales s'alignent sur ces conclusions. Nous avons des données probantes, recueillies sur 10 ans, qui indiquent que le fait d'avoir accès à des armes à feu augmente les probabilités d'homicide et fémicide de 3 à 10 fois. Et une récente étude publiée par Stanford, publiée en 2021, que je lisais récemment, qui disait qu'aux États-Unis, que la prévalence des trafiquants d'armes à feu reliés aux acteurs donc, de violence familiale, plus il y a d'armes à feu, plus il y a d'homicides et fémicides. C'est pour ces raisons que l'accès aux armes à feu est un facteur de risque reconnu dans presque toutes les évaluations standardisées d'évaluation de risque pour la violence familiale, surtout dans les systèmes des tribunaux de la famille. Souvent, nous ne pensons même pas aux armes à feu même lorsqu'on pense à la sécurité. Mais donc, avec ce contexte, j'aimerais passer la parole maintenant à Emily qui va nous donner un aperçu bref de ce que nous essayons de faire dans notre projet Drapeau rouge. Emily, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Merci Katrina et bonjour à tous et toutes. Nous voulions commencer aujourd'hui en montrant un petit peu ce que nous avons donc appris chez nous à Québec relativement aux lois Drapeau rouge. Dans bon nombre de conversations, nous avons découvert qu'il y a encore peu de compréhension assez limitée sur ce qu'ont ces lois Drapeau rouge et comment elles fonctionnent et les autres modifications aux lois sur la morphologie qui ont été présentées à le projet de loi C-21 à la fin de 2023. Il y a encore des questions sur exactement la façon dont ces nouvelles lois se cadrent avec les protections existantes et d'autres voies juridiques qui ont comme objectif de protéger contre les méfaits causés par les armes à feu. Donc, au cours de l'été, nous avions travaillé étroitement avec les communautés de pratique partout au Canada qui sont reliées à notre droit familial et donc pour alimenter le développement des ressources pour les professionnels juristes en droit de la famille qui nous ont donné des idées, des orientations, alors que nous essayerons, nous avons essayé de développer ce webinaire et également aller plus loin sur le sujet. Sur tous les groupes, nous ont signalé l'importance d'éducation, de sensibilisation pour les personnes qui travaillent dans le système judiciaire, y compris les professionnels en droit familial. Et ils nous ont également donné des idées très intéressantes, des choses dont il faut tenir compte au niveau des différences des juridictions qui vont un impact sur la façon et à quel moment on pourra faire appel à ces nouvelles lois. Donc, les ordonnances de protection civile varient selon la région. On va y revenir plus tard dans les webinaires. Donc, les membres de la communauté de pratique ont également soulevé des préoccupations importantes pour ne pas oublier que nous assurer que ces lois réalisent leur objectif prévu, donc réduire
les méfaits et améliorer la sécurité pour les femmes et enfants. La rétroaction de la communauté de pratique inclut l'importance d'une bonne implémentation facile, et également minimiser le potentiel pour risque accru, les considérations sur l'efficacité et la complexité ajout des accréditations dans les milieux juridiques. Et certains des conférenciers aujourd'hui vont justement approfondir ces points. On voulait commencer également en vous donnant des informations sur le contexte dans lequel nous avons véhiculé toutes ces modifications apportées au projet de loi C-21. Le projet de loi C-21 comprend l'introduction des lois drapeau rouge sur lesquelles on reviendra, et également d'autres moyens par lesquels donc, on aborde les armes à feu. Autour du moment de l'introduction du projet de loi C-21, il y avait plusieurs rapports importants qui indiquaient qu'il y avait un besoin pour améliorer la protection quand il s'agit des armes à feu, surtout pour ce qui est de la violence des partenaires intimes et violence familiale. Donc, il y a eu le rapport de la commission, justement, des victimes. C'est un rapport important, c'est-à-dire la commission des pertes massives. Et les ressources qu'on va vous montrer à la fin des diapos vont vous amener à la partie du rapport qui comprend également un aperçu très utile de l'histoire de la réglementation des armes à feu au Canada, si jamais cela vous intéressait. Il y a une leçon importante dont on fait part dans ce rapport, c'est que les survivantes sont à un risque accru lorsqu'elles restent chez elles. Donc, c'est une préoccupation qui est sauvée lorsque les membres de la communauté voient les drapeaux rouges, mais ne savent pas où donc aller et donc où signaler avec sécurité ces préoccupations aux autorités qui peuvent intervenir. Les personnes vont être découragées de se présenter. Ils auront peur quant à la réponse des autorités, la possibilité qu'il y ait des implications, des répercussions négatives. Le rapport indique également qu'il y a des opportunités importantes pour renforcer le régime couvrant les armes à feu au Canada, mais également mettre l'accent sur une approche de prévention et également, et ça doit se faire au-delà du contexte criminel pour inclure la sensibilisation des procédures qui permettent de soutenir tout ce qui concerne les armes à feu. Au nombre de recommandations qui portent sur les armes à feu dans le rapport de la Commission des pertes massives étaient importées directement de l'enquête du comté Renfrew en Ontario. Autour de ce moment-là, il y avait également quelques recommandations importantes qui provenaient d'une autre enquête en Nouvelle-Écosse, le DFI, dont certains mettaient l'accent sur la communication et accès aux armes à feu. Récemment, comme Katrina l'a dit, il y a également le comité, justement, d'examen des décès liés à la violence familiale. Dans ce rapport récent, dévoué un chapitre sur les décès donc en cas de violence domestique. Donc, c'est indiquant que les armes à feu est un facteur important. Là-dessus, tout d'abord, j'aimerais passer la parole à la prochaine conférencière, la Dr. Caroline Fraser, avec la première question. On espérait que vous pourriez nous parler de la première disposition en vertu de la loi C-21, y compris les protections donc contre les signaux d'alarme, et quelles sont également les options disponibles pour la suppression d'armes à feu. Oui, merci beaucoup, Emily, encore une fois. J'aimerais accueillir tous nos participants et merci beaucoup de vous montrer intéressés à ce sujet en particulier. Je vais commencer. Bien que ces lois ne sont pas directement liées aux droits de la famille, elles sont très pertinentes dans les dossiers de droits de la famille. Dans le travail que vous effectuez en travaillant avec des clients, il est inévitable que vous allez rencontrer l'IPV et donc il y a donc cette violence entre IPV, surtout lorsqu'il s'agit des enfants impliqués et lorsque des arrangements parentaux qu'il faut organiser, lorsqu'il y a des différents relativement accès, c'est complexe la donne, ça complexifie la donne. Et comme Emily et Katrina l'ont déjà dit, nous savons que lorsque il y a des armes à feu dans cette situation, cela a comme effet d'augmenter les risques pour les survivantes et les enfants. Donc, la loi Drapeau rouge fait partie d'une stratégie fédérale plus large pour combattre la violence familiale. Il s'agit d'une initiative gouvernementale qui a été initiée par le projet de loi C-21. Donc, en quoi consiste cette loi? Le projet de loi C-21, il s'appelle donc loi modifiant certaines lois apportant des modifications corrélatives, armes à feu, et a reçu la sanction royale de 15 décembre 2023. Donc, il met en œuvre une série de réformes liées aux armes à feu, notamment le gel des armes d'appoint à l'échelle nationale, les lois Drapeau rouge dont on va parler aujourd'hui, et
ainsi que des peines plus sévères pour le trafic d'armes. Donc, on a présenté une nouvelle loi et des mesures à aborder également, euh, a introduit une nouvelle loi drapeau rouge et des mesures visant à contrer la violence fondée sur le sexe et la violence entre partenaires intimes dans le but d'accroître la sécurité publique en retirant les armes à feu aux personnes potentiellement dangereuses. Donc, on veut réduire les méfaits. Quelles sont exactement ces lois drapeau rouge? Il s'agit de deux nouveaux types d'ordonnances disponibles à toute personne donc, ils peuvent avoir accès en faisant à la demande auprès des tribunaux provinciaux territoriaux. Tout d'abord, la OIU, ordonnance d'interdiction d'urgence, et la ORU, ordonnance de restriction d'urgence, et j'y reviendrai dans les détails dans un instant. Maintenant, cette nouvelle loi, cette ordonnance d'interdiction urgence est temporaire pour retirer des armes à feu à une personne pouvant représenter un danger pour elle-même ou pour autre pour une période maximum de 30 jours. Et sachez que ces ordonnances s'appliquent aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou s'il y a possibilité d'idées suicidaires ou s'il y a des préoccupations qu'elles risquent de se blesser elles-mêmes pour cause de santé mentale. Donc, les audiences peuvent être fixées afin d'examiner une interdiction pouvant aller jusqu'à 5 ans s'il y a des circonstances exténuantes et s'il y a un risque élevé à la sécurité des victimes. Donc, un avantage de cette ordonnance d'interdiction d'urgence, c'est que toute personne peut présenter une demande ex parte au tribunal. C'est un avantage parce que toute personne, à part la survivante de la victime, qui peut être à risque, donc un membre de la famille, une personne de soutien, peut présenter une demande. Et experter, c'est également très bien parce que le sujet de la demande et l'intimé ne sont pas inclus dans ce processus, à moins que l'ordonnance soit émise par le juge. Donc, il existe des mesures pour protéger l'identité de la personne demanderesse, qui est positive, que ce soit à huis clos, où on utilise donc le clavardage, on peut sceller les dossiers, ou bien dans le cas où une partie demanderesse veut donc faire protéger leur demande renseignement privé, il faut en faire la demande au tribunal. Le tribunal doit ensuite trancher s'il est dans le meilleur intérêt de la personne en protégeant son identité et protéger cette information. Il n'y a pas d'avocat impliqué dans ces cas qui, évidemment, est économe pour la partie demanderesse. Il y a des agences communautaires qui peuvent aider donc à la partie demanderesse d'obtenir accès. Donc, on met l'accent sur la réduction des méfaits, comme nous l'avons déjà dit. Il n'y a aucun casier judiciaire créé, sauf en cas de non-respect de l'ordonnance. Et à moins que l'ordonnance soit enfreinte par le sujet, donc, à ce moment-là, c'est un cas de non-respect de l'ordonnance à tribunal. Donc, la deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance de restriction d'urgence, qui établit des règles concernant la possession ou l'utilisation d'armes à feu par une autre personne s'il existe un risque que ces armes à feu puissent être accessibles à quelqu'un qui est déjà visé par une ordonnance d'interdiction. Nous savons que, par exemple, une des personnes quitte la maison et vit avec un proche, un membre de la famille ou un ami, et a préoccupation relativement à l'accès aux armes à feu dans cette résidence ou dans cet endroit. Cette ordonnance permet la prolongation de la protection. À ce chapitre encore, à l'échelle criminelle, si quelqu'un, par exemple, donc s'il y a un agent de paix, il faut s'assurer que le résident n'ait pas accès aux armes à feu parce que ceci pose un risque de sécurité à la victime ou la survivante. Ça dure jusqu'à 30 jours avec possibilité de prolongation moyen d'une ordonnance d'interdiction. Rapidement, permettez-moi de parler des lois drapeau jaune. On vient de mentionner le projet de loi C-21. C'est le contrôleur des armes à feu et c'est la personne responsable de faire le suivi continu des permis d'armes à feu. C'est-à-dire les détenteurs d'une arme à feu doivent avoir le permis. Ils peuvent suspendre temporairement permis d'arme à feu pour une période maximale de 30 jours lorsque une VP est soupçonnée. Et suspension donne le temps d'évaluer si une révocation obligatoire est nécessaire. Mais vu que le contrôleur des armes à feu est une agence réglementaire, donc
doit s'assurer que l'information passe par les rapports de police et par le public. Et si vous trouvez les coordonnées du contrôleur d'armes à feu, le numéro de téléphone ou courriel, si vous avez des préoccupations, donc vous soupçonnez que quelqu'un a accès à des armes à feu, vous pouvez fournir des informations au contrôleur d'armes à feu relativement à votre préoccupation, à savoir si c'est dans l'intérêt de la sécurité publique pour que la personne ne détienne pas une arme à feu. Également, avec le projet de loi C-21, renforcement des inadmissibilités au permis, la révocation du permis. Le 4 avril, à compter du 4 avril, il y a une inadmissibilité automatique. Donc, des personnes qui sont visées par une ordonnance de protection ou déclarées coupables de violence envers un partenaire ou un membre de la famille sont inadmissibles donc au permis d'armes à feu. Et encore une fois, il y a une révocation obligatoire. Le CAF doit révoquer le permis dans les 24 heures lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la VPI du harcèlement criminel ou lorsqu'une ordonnance de protection est rendue. Et c'est une bonne chose parce que le tribunal, avant ce projet de loi, là, le CAF devait attendre jusqu'à la fin de l'audience pour révoquer le permis. Maintenant, cette licence, le permis peut être révoqué immédiatement, donc avant l'audience, et on peut attendre ensuite les résultats, donc les décisions de la Cour. Les armes à feu doivent être remises aux autorités dans les 24 heures, dans la plupart des cas. Les dossiers signalements, les tribunaux doivent aviser le CAF dans les 24 heures des ordonnances de protection rendues, modifiées ou révoquées. Encore une fois, la possession d'armes à feu et fatalité. Nous savons que lorsqu'il y a un historique de violence ou une séparation possible, ou le couple s'est séparé, c'est un risque accru pour un homicide de VPI. Et nous savons que lorsque la personne détient une arme, ceci donc augmente le risque pour la VPI de se réaliser. Pourquoi? C'est la présence permanente dans le domicile crée un effet létal immédiat, que ce soit un homicide prémédité ou non. C'est un geste de colère impulsif et la personne n'est pas raisonnée et prend l'arme à feu. Évidemment, ce genre d'arme peut avoir un effet létal. Et à quel point est-ce que c'est létal? Selon la recherche, c'est 5 fois plus susceptible d'être fatal que d'autres types de VPI n'impliquant pas une arme à feu. Et ce que nous avons découvert dans la recherche, c'est que les armes à feu arrivent au deuxième rang. Donc, normalement, il s'agissait des armes à feu où la personne détenait un permis. Maintenant, quelle est la relation avec les droits de la famille? Les clients survivants de VPI courent un risque accru de violence pendant les arrangements parentaux. Et si les survivants de VPI courent un risque accru, donc il faut présumer que les enfants sont également à risque. Les enfants sont souvent tués dans le contexte de la VPI, qu'ils interviennent dans une dispute chez le couple, ou peut-être que l'auteur de la violence décide de tuer les enfants comme un geste alternatif de vengeance contre la partenaire ou décide donc de violer la famille. Nous savons qu'encore une fois, les enfants sont à risque et nous devons être conscients du fait qu'ils sont une prolongation du contexte plus large et nous devons tenir compte de leur sécurité. Donc, ces ordonnances offrent une voie supplémentaire pour faire saisir des armes à feu et des permis afin de réduire les méfaits durant le processus juridique. Encore une fois, si une vie pays est soupçonnée et il y a danger immédiat, il faut appeler immédiatement le 911 si jamais il y a des préoccupations pour la sécurité. Néanmoins, ceci offre également une autre avenue pour les survivants et les victimes, pour toute personne qui a des préoccupations de poursuivre ce processus sans faire impliquer la police. Parfois, les gens ne veulent pas faire impliquer la police. Peut-être ils ont eu une mauvaise expérience dans le passé ou peut-être ils ont mal vécu le système judiciaire ou ils croient que dans le système des tribunaux aussi, il y a donc des polices obligatoires d'accusation. À ce moment-là, la police doit porter une accusation en cas de violence familiale. C'est peut-être une perception de la part des personnes et ils ont peur de contacter la police ou ils ont peur de faire appel à la police de façon générale. Et encore une fois, si une VPI est soupçonnée, ces ordonnances devraient être intégrées au plan de sécurité nationale.
Donc, le processus de demande, encore une fois, vous trouverez cette information sur le site web de Sécurité publique Canada. Je vais vous expliquer un peu le processus pour avoir une idée de son fonctionnement. Donc, toute personne peut présenter une demande à un tribunal provincial ou territorial. Le juge tient une audience. La personne requérante présente une preuve au tribunal. Si la personne visée n'est pas présente, ça peut être un voisin, des amis, toute personne qui a connaissance relativement aux préoccupations de sécurité dans le cadre de cette relation. Donc, tout enregistrement audio, vidéo, etc., médias sociaux, donc un document financier ou autre, peut-être un journal relativement aux événements de la relation, évidemment le témoignage, évidemment, donc peut être présenté s'il y a de la violence perpétrée ou toute tentative de menace de violence ou autre. Et évidemment, il y a les dossiers policiers. Et encore une fois, la personne qui était visée n'est pas présente. Si le juge est convaincu d'un problème de sécurité, on peut mettre en place une ordonnance tout de suite et il y a des mesures pour protéger la personne. La personne visée par l'ordonnance est avisée et on doit remettre les armes à feu et le permis est révoqué pendant 3 jours. La personne visée par l'ordonnance peut demander l'annulation ou la levée de l'ordonnance pour la chasse de subsistance ou dans les circonstances limitées pour son emploi. Donc, on peut écourter l'ordonnance si le juge n'est pas convaincu. À ce moment-là, aucune ordonnance n'est rendue et la personne visée n'est jamais avisée. À la discrétion du juge, il peut décider de fixer une audience en vue d'une ordonnance d'interdiction à plus long terme. Par exemple, s'il y a des préoccupations liées à la sécurité, on fixera une audience et les armes à feu ne seront pas retournées avant la fin de l'audience. Si le juge décide de ne pas fixer d'audience, les armes à feu seront retournées une fois que l'ordonnance d'urgence est annulée ou qu'elle expire. Si le juge accorde l'ordonnance à plus long terme, les armes à feu et le permis ne sont pas retournés. Si on n'accorde pas l'ordonnance à plus long terme, l'OIU est annulé et les objets sont retournés à ce moment-là. Alors, finalement, je voudrais vous donner une autre option en ce qui concerne la façon d'enlever des armes à feu des mains de personnes qui représentent un risque. Il y a des mandats de perquisition pour la sécurité publique. Si c'est pas un risque imminent où il faut appeler 911, on peut s'adresser à la police et demander un mandat de perquisition pour la sécurité publique. La police prendra de l'information du plaignant et ensuite demandera un mandat de perquisition pour la sécurité publique. Si le mandat est accordé, ils auront la possibilité de faire une perquisition et saisir les armes à feu et de révoquer le permis et ensuite il y aura un autre processus. Mais c'est la police qui s'occupe de tout cela. Donc, c'est une autre possibilité que donne le code criminel. Et on n'a pas besoin de commettre un crime. Il s'agit uniquement de faire quelque chose dans l'intérêt de la sécurité publique. Si vous voulez connaître davantage ces mandats de perquisition pour la sécurité publique, il existe un cours, saisie d'armes à feu dans l'intérêt de la sécurité publique. C'est sur le réseau canadien du savoir policier. C'est un cours qui dure environ 45 minutes et ça coûte 33 $. Ça s'adresse à tout le monde. Si vous voulez connaître davantage ces mandats de perquisition pour la sécurité publique, allez voir sur ce site-là. Merci beaucoup, Caroline. Merci de nous avoir expliqué les nouvelles dispositions, les lois et les dispositions automatiques dans la nouvelle loi. Donc, on a les deux premières réponses. Et maintenant, je donne la parole à Emily parce que le Canada est compliqué. Nous avons différentes lois au fédéral et dans les provinces et les territoires. Donc, je vais vous donner la parole, Émilie.
Voici ma question. Pouvez-vous parler des autres options qui pourraient être disponibles et qui varient selon la province et le territoire? Merci beaucoup. Alors, je vais parler brièvement des options pour les ordonnances de protection civile. Mais avant d'aller dans le vif du sujet à regarder les différentes instances, je voudrais parler de la disponibilité des engagements de ne pas troubler l'ordre public. Et toute l'information que je vais vous donner est de l'information générale. Il ne s'agit pas de conseils juridiques. Une personne peut obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public là où elle a la peur raisonnable d'être attaqué si on demande cet engagement. Et ça peut inclure des choses comme ne pas rester en contact avec la personne. Ce qui est important, s'il y a ces engagements, le juge doit tenir compte de voir s'il y a lieu d'inclure une condition interdisant aux défendeurs de posséder des armes ou des armes à feu. Donc, des raisons pour ne pas ajouter cette condition. À la différence des audiences de drapeau rouge, ces engagements avisent la partie défenderesse qui aura la possibilité d'être présent. Je voulais aussi mettre en relief des changements récents au code criminel qui ont eu lieu en 2025 et qui créent ce nouvel engagement de ne pas troubler la paix si on a peur de violence conjugale. C'est dans l'article 810 du Code criminel et peuvent être prolongés jusqu'à 2 ans, où il y a aussi il y a déjà des condamnations précédentes pour violence conjugale et il y a des dispositions pour suivre du counseling, il y a même de la surveillance électronique. Dans ces cas-là, le juge doit aussi tenir compte si oui ou non une interdiction des armes à feu est nécessaire. Alors, maintenant, regardons les ordonnances de protection civile. La plupart des provinces et territoires ont adopté une législation relative aux ordonnances civiles de protection contre la violence familiale ou devant les tribunaux de la famille qui permet à une personne de demander des mesures de protection et des restrictions compte tenu des risques liés à la sécurité en cas de violence conjugale ou familiale. En général, ces ordonnances on peut faire des demandes ex parte sans avertir l'autre personne et sur une base d'urgence. Et bien sûr, il faut vérifier les lois de votre province ou territoire parce que ça varie énormément. On vous donnera des liens à chaque loi et des ressources d'information dans le cadre de la documentation qu'on vous donnera lors de ce webinaire. Et il y a de nombreuses instances qui autorisent spécifiquement ou explicitement la possibilité d'ordonner la remise et ou la saisie d'armes dans le cas d'une ordonnance. Ça varie selon l'instance, l'admissibilité varie, le processus de demande, les exigences en matière d'avertissement, les audiences, les critères pour accorder une ordonnance, la durée de l'ordonnance, etc. Et les juridictions varient également dans leur définition de ce qui est considéré comme la violence conjugale ou la violence entre partenaires intimes ou la violence familiale. Et les actes peuvent varier. Je vais vous montrer quelles provinces et territoires qui exigent qu'on retire des armes à feu et quand on peut émettre une ordonnance de protection. Les ordonnances de protection, ce sont des outils importants, mais il y a des facteurs qui peuvent limiter leur efficacité. Et finalement, je ne vais pas vous parler de chaque ordonnance de protection, par exemple, en vertu des lois sur la protection de l'enfance et la famille.
j'ai essayé de faire un tri de chaque instance, mais il y a quatre catégories générales. D'abord, il y a une loi qui exige la remise ou la saisie d'armes à feu quand la personne les possède. Ensuite, il y a la remise obligatoire d'armes à feu s'ils ont été utilisés ou qu'il y a eu une menace d'utilisation. Troisièmement, il y a beaucoup de lois qui autorisent explicitement le retrait des armes à feu ou des armes pendant certaines périodes, et c'est la plus grande catégorie. Et quatrièmement, il y a des régions qui n'ont pas des dispositions dans la loi pour la remise et ou la saisie des armes. Et finalement, le Québec et l'Ontario n'ont pas de loi précise là-dessus, mais les deux provinces euh, ont des ordonnances de protection ou bien des ordonnances restrictives. Le Manitoba est la seule instance qui exige la remise obligatoire des armes à feu. Dans tous les cas où on octroie une ordonnance de protection et l'intimé possède une arme à feu, l'ordonnance doit inclure une disposition relative à la remise des armes à feu. Et au Manitoba, les juges de paix doivent tenir compte de plusieurs facteurs de risque pour déterminer si oui ou non il faut octroyer cette ordonnance. Et ça inclut l'accès aux armes à feu. La loi du Manitoba exige que le CAF reçoive une copie de l'ordonnance. J'ai inclus toute la disposition ici pour fin de référence, si vous voulez lire la disposition au complet. Dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, leur loi exige la remise obligatoire des armes à feu, si des armes à feu ont été utilisées ou qu'il y a eu une menace d'utilisation. Ça peut durer jusqu'à 90 jours ou 180 jours selon l'instance. Ça peut inclure une arme à feu si on menace de l'utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. Toute la disposition est là si vous voulez la lire au complet. La plus grande catégorie, ce sont les provinces qui permettent explicitement de façon explicite la saisie des armes à feu ou des armes s'il y a une ordonnance de protection. Mais ça varie, la durée varie. Et à certains endroits, on peut prolonger les ordonnances, ailleurs non. Le Nunavut permet une ordonnance de protection jusqu'à 1 an, mais ça peut limiter la durée de la remise des armes jusqu'à 90 jours. En Nouvelle-Écosse, on voudrait prolonger ces ordonnances jusqu'à 1 an. Actuellement, c'est seulement 30 jours. Et la Colombie-Britannique n'a pas nécessairement une loi précise sur les ordonnances de protection. Ils ont des dispositions en vertu de la loi de la protection contre la violence familiale. Et la dernière catégorie comprend des lois qui ont des ordonnances de protection, mais qui n'ont aucune disposition expresse relative à la remise et ou à la saisie des armes. L'île du Prince-Édouard, la Saskatchewan et le fédéral pour les Autochtones. Selon ces lois, une ordonnance de protection peut contenir toute ordonnance nécessaire pour protéger la personne à risque ou d'autres personnes. Et finalement, en Ontario et au Québec, ils n'ont aucune disposition expresse relative à la remise ou à la saisie des armes, mais en Ontario, des ordonnances de non-communication sont disponibles en vertu d'une loi portant sur la réforme des droits de l'enfance et il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut absolument retirer les armes. Mais on vient de créer un document qui demande qu'on augmente la loi. Au Québec, il y a des ordonnances de protection dans le Code de procédure civile. La remise ou la saisie des armes n'est pas spécifiquement prévue, mais le site Web du gouvernement et le formulaire dit qu'il y a possibilité de retirer des armes suite à une ordonnance. Alors, merci
Et maintenant, à vous, de nouveau la parole, Thank Katrina. you. So Merci I did beaucoup. warn you at the Alors, je beginning. vous It ai gets really averti au début, complicated. ça So devient un we peu have what we compliqué. call the police Donc, in on peut emergency appeler la police en situations. cas We have d'urgence. civil protection Il y orders a that des vary. ordonnances de We have protection peace civile qui bonds varient. that are Il y a available. We have public des safety ordonnances, disputes, and des we engagements have de ne pas the troubler all la the paix provisions publique. Il y a under des the saisies Bill et il y a C-21. toutes les dispositions en And vertu so, in addition to kind of trying de to la loi focus on what C-21, women can projet de loi land, C-21. I, Alors, I'm going to turn to maintenant, our next je presenter, vais Heidi, to donner share la parole some of à notre your prochaine thoughts conférencière, around where Heidi, Bill C-21 qui fits in this, va vous and donner ses what are some réflexions of the sur le rôle concerns du that you projet de loi have C-21 dans about the tout potential cela et impacts vos or implementation préoccupations challenges face related to aux these new impacts ou aux provisions. What do défis you de want to mise en see œuvre de ces incorporated nouvelles in processes and dispositions. Qu'est-ce procedures que that vous voulez really dans will les improve procédures for qui survivors? vont vraiment améliorer la Thank you, protection des Katrina. survivantes? Okay. Merci beaucoup, Katrina. I just want to say on the outset Je that voulais dire tout my d'abord que presentation, ma which I did jointly with présentation Suzanne que je vais Zakur, donner avec is too long just for Suzanne the 15 Zakour minutes we have, but est trop there's good longue information pour in les there, so 15 I'm going to minutes skip qu'on nous over a a few slides, but I invite euh, you to données. Je ne later vais on. So I'm just donc going pas to skip through the présenter first few toutes slides les rather diapos. quickly to get to Je the vais parler meat of très brièvement this des premières presentation, which is diapos to pour aller underline au the cœur potential de la risks présentation qui vise à with respect to the souligner les red risques flag measures éventuels previously. face à ces mesures Uh, drapeau rouge. I can't, oh, yes, so, sorry, I'm getting used to this. Okay, so a Bon, first slide. alors, la So première just want to say, diapo, like, tout ce que je as voulais an dire, c'est en introduction, guise our group, the d'introduction. IFRI-CIA, euh, alongside National Association of n- Women in the Law, Nous is avons really been l'Association working on these nationale measures de la that famille connect du with droit communities. So et these on were originally travaille done to push là-dessus them and to pour ces fought with mesures the depuis des MPs années. to, Nous nous to, sommes to battus amend avec them and euh, even to prevent some, les and députés you pour had avoir some des slides amendements et même about the fact that we're not ça pourrait in vous agreement with all of surprendre them. But que let nous me ne sommes just say pas that to begin with, d'accord avec toutes les dispositions. Mais we pour started out commencer, with nous avons definite problems in commencé the law, avec le fait qu'il y a des problèmes au sein de la identified loi. cracks Les where police had knowledge les auteurs that there des was a faits risk. So tombaient entre that les mailles that was filet, the main même problem. Was si there la was too police much avait discretion identifié des risques. when it Il y comes avait to trop de potential risks, discrétion quant and aux women risques were éventuels et les femmes se dangerously trouvaient donc inside en prisons. danger et étaient tuées So à what we cause de had ces before Bill lacunes. Alors, C-21, what we avant still le have projet de loi is, C-21 et ce as qu'on a explained toujours, comme on a expliqué previously, is avant, the fact that in c'est le Canada, there's fait no qu'au right to own a Canada, gun. il n'y a pas de If you're afraid droit your d'être neighbor, propriétaire d'une arme à your feu ex has si vous avez weapons peur and que it's votre and it threatens ex-conjoint you, you can possède call the des armes à police. feu et vous vous And sentez the police menacé, vous pouvez come appeler la assess the police, mais situation, c'est à la remove the police de guns venir if évaluer la necessary, situation, and the victim or potential enlever victim in the les armes à families have feu si nothing to do. nécessaire. They don't Et have to les report or do victimes n'ont anything. rien à It's faire, the pas besoin police's de se job présenter devant to les tribunaux. C'est protect à la them. police de This has not protéger changed since le grand public. 2021. Ça n'a pas changé dans So le what projet de has loi C-21. essentially Ce changed, so qui a a number of measures changé, related to euh, domestic partner violence. c'est qu'il The main one is the discretion is il gone. y a plusieurs So the Chief Arms Officer dispositions, is aware that mais there's il n'y a domestic plus de violence. discrétion. If there's a protection Si order that's issued, le CAF automatically, est au there's courant preventive de la présence removal. de It's violences enforced as a conjugales, law, but on the discretion enlève is gone, l'arme à and feu. that is extremely Mais different across the country. et ça Different cities change are la going to have donne different à rules travers le and pays. different Et police il n'y a forces, pas different de processes. loi différente selon However, there's one measure le that corps we'll talk policier ou about la probably at province. the Mais il next y a slide, une and I can mesure give dont you je some vais vous charts on that. parler, c'est This la you'd be surprised to mesure know, but drapeau rouge ex parte. Ça pourrait peut-être vous surprendre, mais anyways, a coalition of women's il groups y a une proposed coalition de this groupes de measure, femmes qui s'est and opposée à it was passed anyways, cette despite mesure, the mais ça a opposition. été And the adopté reason why malgré l'opposition. is Pourquoi on s'y est because of opposé? potential Parce risks qu'il y that a are des risques associated with éventuels
associés à cette mesure. Et ici, je cite certains témoignages de groupes de femmes devant le comité parlementaire qui étudiait le projet de loi C-21. Comme j'ai dit, tout d'abord, la responsabilité de protéger les victimes et les victimes potentielles de violences familiales doit toujours demeurer 100% celle de la police et des tribunaux. C'est la façon la plus efficace d'agir. Ça requiert le moins d'intervention, d'argent, de procédures entamées par les victimes qui ont déjà beaucoup de pain sur la planche. En plus d'avoir besoin d'aller devant les tribunaux et d'argumenter avec le juge, etc. Mais un des risques principaux soulevés par des groupes de femmes, c'est la possibilité de culpabilisation de la victime, un phénomène bien connu associé à des mesures similaires. La responsabilité de faire quelque chose passe à la victime. Une survivante pour assurer sa sécurité. La mesure peut créer des conditions potentielles qui imposent un fardeau déraisonnable à une victime ou une survivante pour assurer sa sécurité. Lorsque cela se produit et que la survivante devient responsable de sa sécurité, le système s'oriente en ce sens et commence à se demander si la victime a fait tout ce qu'elle aurait dû faire selon l'interprétation. Il y a des cas similaires où on a vu cela, par exemple, l'association, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales a dit que l'article 810 permet à une victime de demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public et la représentante a dit normalement, lorsqu'une personne dit craindre pour sa sécurité, la police devrait enquêter et aviser le procureur. Toutefois, de nombreux cas ont été signalés où des agents de police ont dit aux victimes de demander à l'avocat de le faire. Malheureusement, les femmes ont perdu la vie entre-temps. Bon, et je continue. Comme je l'ai dit, le problème principal que nous constatons à travers le pays, lorsque des agresseurs, les auteurs des faits ont toujours accès aux armes à feu, ce n'est pas parce que on n'a pas soulevé un drapeau ou on n'a pas averti la police, c'est parce que dans bien des cas, ils ne prennent pas ces plaintes de violence au sérieux. Si vous regardez la Nouvelle-Écosse, par exemple, la police a reçu des avis de nombreuses fois de l'abus et le fait que l'auteur des faits avait accès aux armes à feu, mais ils n'ont rien fait d'important pour lui enlever ses armes à feu. Le problème, ce n'est pas les drapeaux rouges, c'est qu'on ne prenne pas souvent les plaintes des femmes au sérieux. Et l'option ex parte devait répondre à cela, mais il y a la possibilité d'empirer la situation parce que, comme je l'ai dit, c'est à la victime de se présenter devant le tribunal et de prendre des mesures elle-même. Ce qu'on a expliqué aux députés, c'est que l'option ex parte va à l'encontre du principe durement acquis consistant à retirer toute responsabilité à une victime en ce qui concerne les décisions de porter une accusation contre un auteur de violence, puisque cela peut davantage mettre la victime en danger. C'est irréaliste de s'attendre à ce que les victimes aient l'énergie de s'adresser aux tribunaux. Bien sûr, ça coûte de l'argent pour engager un avocat et lorsqu'elle se présente devant les tribunaux, c'est très difficile de fuir la violence, de s'occuper des enfants et de conserver leur emploi. Et finalement, en réalité, il n'existe pas de véritable anonymat pour une victime de violence entre partenaires intimes relativement à une requête d'ex parte visant le retrait des armes à feu. Une demande anonyme qui n'est pas faite par la police mènerait inévitablement à la victime qui cherche la protection. Et l'auteur des faits peut deviner facilement que c'est la victime.
qui a fait la demande. Mais il y a des cas où ces mesures ex parte sont justifiées. Mais si l'auteur de violence de la victime est un agent de police et nous savons que le taux de violence conjugale est plus élevé chez les policiers que dans le grand public, et il y a des contextes aussi où la victime ne souhaite pas l'intervention de la police. Par exemple, s'il existe des antécédents de plainte non pris au sérieux par la police, si l'auteur de violence entretient des liens étroits avec la police ou si la victime craint la police selon son expérience préalable, surtout chez les femmes autochtones et les travailleuses du sexe. Alors, voici ce que nous recommandons. C'est une autre option qui s'ajoute à l'étalon d'or. Il faut que les outils sont bien utilisés, bien sûr. Il faut l'approbation. Bon, ce qu'on recommande, c'est appeler la police pour que la police fasse son travail. Mais l'option drapeau rouge peut être utilisée aussi. Et minimiser les risques, c'est important pour tous les acteurs impliqués dans la violence entre partenaires intimes. Il faut s'attendre à ce que la police fasse son travail, d'insister là-dessus et ne pas permettre à la police de convaincre la victime de faire le travail elle-même et de se présenter elle-même devant les tribunaux pour faire enlever les armes à feu. On a ajouté quelque chose au projet de loi et c'est formidable s'il existe un mécanisme provincial. C'est aussitôt que le CAF est au courant de la VPI, le CAF doit révoquer le permis. Ça, c'est très bien, mais dans certaines provinces, ce n'est pas le cas au Québec, mais il n'y a pas de processus pour informer le CAF. Il n'y a rien d'automatique. Donc, le contrôleur des armes à feu. Mais si vous êtes, je présume que si en tant qu'avocat, vous envoyez une lettre au contrôleur des armes à feu pour le mettre au courant de la situation, la loi s'applique. Alors, ça ne nuit pas d'alerter le contrôleur des armes à feu pour qu'il sache que quelqu'un est impliqué dans la violence entre partenaires intimes. Il faut s'opposer lorsque la police recommande à une victime de présenter une demande ex parte. Pourquoi la police ne le fait-elle pas elle-même? Et pour prévenir le virage sociétal et mettre le fardeau sur la victime, il est important de documenter les cas. Je ne sais pas qui peut le faire, mais il faut encourager ou demander à ces contrôleurs des armes à feu, aux policiers, aux tribunaux, de faire le suivi de tous ces cas ex parte et identifier pourquoi la police n'a pas fait son travail et pourquoi la victime a dû le faire elle-même et de faire une compilation de ces données. Parce que comme nous le savons, il n'y a pas de dossier obligatoire qu'on doit tenir dans le cadre de ces cas. Alors, il faut encourager la GRC et d'autres instances de documenter ces cas ex parte et pour éviter que la situation ne se détériore pas et qu'on ne mette pas le fardeau sur la victime. Et je pense que c'est à peu près tout pour moi. Suzanne, je vais demander maintenant à Émilie de présenter le prochain segment. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. C'est de la matière à réflexion excessivement importante. Et alors, il ne faut pas
commencé à parler trop vite de comment on doit se servir des dispositions, plutôt que de penser à toutes les différentes façons d'enlever des armes à feu ou de retirer des armes à feu. Alors, je suis en train de réfléchir aux saisies en vertu de la sécurité publique et aux appels à la police et aux lois drapeau rouge et quels sont les risques de blâmer la victime. Alors, avant de parler de la formation qui existe peut-être déjà, j'aimerais peut-être inviter Suzanne à ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager quant à ce que vous venez d'entendre, quant au débat, quant à l'historique et comment les nouvelles dispositions pourraient trouver leur place dans ce nouveau contexte? Tout à fait, oui. Il y a une chose, il y a une réaction que je voudrais faire tout de suite. Émilie a expliqué toutes les lois sur les ordonnances de protection dans les différentes provinces et comment ces lois sont liées à l'accès aux armes à feu. Alors, je voudrais insister sur quelque chose. Dans la loi sur les armes à feu, il y a une disposition qui dit que si un individu est visé par une ordonnance de protection, son permis est automatiquement révoqué et il doit rendre ses armes à feu. Pourquoi est-ce important? C'est parce que ça va uniformiser toutes les dispositions qu'on a vues dans les différentes provinces. Et ça veut dire que ce ne sera plus important si la province parle d'une saisie automatique des armes à feu ou d'une saisie discrétionnaire, et cela va durer pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Cette disposition est mise en vigueur, mais elle n'est pas opérationnelle. C'est un peu étrange. Et c'est pour des raisons qui ne sont pas fort intéressantes, mais qui sont reliées à l'élection que s'est produite, que les choses n'étaient pas prêtes. Alors, il y a eu des retards que le gouvernement n'a pas expliqués. Mais nous espérons que cela deviendra, sera opérationnalisé. Et d'autres, d'ailleurs, préconisent que ceci couvre toutes les ordonnances de protection, pas seulement civiles, mais criminelles également. Dépendant si oui ou non nous avons gain de cause, ceci aura un impact sur le besoin d'utiliser la loi drapeau rouge et d'autres mesures qui ont fait l'objet de discussions dans ce webinaire. Également, on préconise également qu'il y ait des modifications à ce régime qui soient introduites comme amendement au projet de loi C16 qui est actuellement considéré dans le cadre de la révision du droit pénal, surtout dans le cadre de la loi 10. Alors, j'en parle parce que le droit changera peut-être et il faut savoir à quel moment ces dispositions seront opérationnalisées. Et la deuxième raison, c'est que certaines des personnes ici aimeraient bien s'impliquer dans le soutien, faire du travail de défense des droits. Je vous invite à contacter la sécurité publique et mentionner l'importance de ces dispositions. Et la troisième raison, c'est en vertu de la loi sur les armes à feu, il y aura le devoir de tout agent de la Cour qui émet une ordonnance de protection d'en aviser donc contrôleur des armes à feu. Nous ne savons pas comment cela va se déployer, mais je crois que les employés, les professionnels, les avocats ici devront s'assurer que s'il y a une ordonnance de protection qui n'est pas reliée aux armes à feu, de contacter le contrôleur des armes à feu pour savoir si oui ou non il a été avisé. Tout ceci devait se faire en 24 heures, en principe. Et dites-le nous, s'il vous plaît, si vous voyez que cela fonctionne ou non, parce que c'est une nouvelle loi. Alors, voilà ce que je voulais dire pour la réaction à cette discussion. Suzanne, j'aurais une autre question, mais avant de poser ma question, Emily, en fait, est là dans les coulisses. Rapidement, je vais indiquer certaines des diapos que nous avons ici à la fin, que les participants vont recevoir, qui couvrent certaines des ressources différentes selon la province, le territoire et les choses auxquelles nous avons fait référence. Peut-être on pourra aller à la fin des diapos pour vous donner une idée de ce que nous avons.
C'est pas moi qui contrôle le diapo. Pour qu'on puisse élargir la discussion. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est une autre des raisons pour lesquelles nous devrions faire preuve d'un peu d'hésitation. J'ai grand espoir que nous allons pouvoir compter sur un régime qui ne soit pas aussi confondant d'une province à l'autre, d'un lieu à l'autre, dépendant du tribunal, du moment de l'année, etc. Alors, je suis heureuse d'en entendre parler de ces efforts de protection de droits et d'avoir des dispositions. Mais je vous ai également entendu. Vous avez parlé du caractère automatique et l'échéancier. Mais avant de vous passer la parole, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la faisabilité d'un processus automatique et la faisabilité d'un échéancier de 24 heures? Cet échéancier de 24 provient de nos travaux de défense des droits et nos mémoires. Comme Heidi l'a dit, il y a beaucoup d'amendements avec Police se souvient. Tout ce qui était dans le projet de loi est un peu vague. Et nous avons resserré le tout pour être plus clair. Et ceci comprend des 24 heures qui avaient été adoptées dans plusieurs endroits. Les tribunaux doivent aviser justement le contrôleur des armes à feu à 24 heures. Ensuite, les tribunaux doivent réagir rapidement. C'est parce qu'il y a des dispositions qui prévoient l'intervention au moment du risque élevé, c'est-à-dire au moment de la séparation du litige, si jamais un litige familial qui est en cours. C'est un facteur de risque. Ce que nous avons malheureusement vu, c'est une fois le projet de loi adopté, on s'intéresse beaucoup moins chez les ministres, chez les politiciens, pour s'assurer que tout ceci se réalise. Alors, ça va faire 3 ans. Nous avons donc préconisé une loi qui devait définir les ordonnances de protection. En fait, ça aurait dû prendre quelques jours. La définition était là. Elle est déjà dans le projet de loi, donc ce n'est pas beaucoup de travail en soi. C'est là où je crois que les professionnels, évidemment, peuvent défendre leurs clientes et peuvent s'assurer que même si le système ne fonctionne pas comme prévu, il y aura une certaine imputabilité néanmoins. Et nous espérons pouvoir observer si ça fonctionne ou non. Et si les avocats savent que de façon automatique, ça sera communiqué, mais nous ne savons peut-être pas que ça soit communiqué, donc ils vont se dire, je vais le communiquer à ma cliente pour nous assurer que c'est bien. Et des fois, c'est bien d'avoir une certaine redondance, tout au moins pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on aura un plan B. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole encore une fois à Caroline et ensuite, je vais prendre les questions posées par nos participants. Mais une chose dont nous avons discuté pour préparer ce webinaire, et d'ailleurs, c'était un des thèmes de la conversation qu'Amélie a eue avec des personnes partout au pays, c'est que les gens ne connaissent pas cette nouvelle disposition. Et même moi, je travaille dans le domaine depuis longtemps. Je ne connais pas tous les détails des différentes façons de supprimer les armes à feu et de les enlever. Et comment bien comprendre? Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation qui se fait sur le terrain, tout au moins de mon point de vue. Et surtout, et je m'adresse à vous, Caroline, parce que les gens qui surtout doivent le faire, ce sont les intervenants dans le système de justice et surtout les agents de police. Pourriez-vous de la formation qui existe pour les agents policiers relativement aux armes à feu et la sécurité? Oui. Donc, au collège policier, nous avons les nouvelles recrues, nous avons un programme de formation. Et relativement à l'éducation et la formation sur la violence familiale, ils ont 6 modules de 90 minutes, c'est 13 semaines au complet. Alors, ils reçoivent des informations précises sur les risques posés par les armes à feu et la possibilité pour un résultat fatal pour les victimes. Et également, il y a un outil sur lequel on les forme, c'est-à-dire la gestion des risques, le rapport de gestion des risques de la violence familiale. Et dans ce document, il y a une section où l'agent qui intervient si jamais il y a une accusation portée pour la violence familiale, ils doivent remplir ce formulaire pour le tribunal. Il y a une section qui inclut les armes à feu, on doit dire oui, est-ce que la personne a des armes à feu? Est-ce qu'il y a un permis qui a été révoqué? Il faut s'assurer qu'on accuse en fait l'agent pour s'assurer
que tout soit couvert et qu'est-ce qui arrive avec cette arme à feu. Il y a également le cours d'enquête sur la violence familiale. Il s'agit des experts dans le domaine qui font une enquête et suivent un cours de 8 jours sur les enquêtes de violence familiale. Il y a un module de 90 minutes qui est propre, qui est axé sur toutes les armes à feu. Là où on parle des mandats de perquisition de la sécurité publique, également l'ordonnance de garder la paix, également des nouvelles informations qui percolent peu à peu. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité policière, les agents avaient le choix. Est-ce que vous allez envoyer, les corps policiers avaient le choix d'envoyer leurs différents agents à cette formation. Donc, ces agents sont envoyés seulement lorsque la décision a été prise de les envoyer au programme. Maintenant, le CFP est entré en vigueur à partir du 24 avril 2024. Tous les agents de police qui font leur propre formation doivent obtenir une accréditation pour enseigner ce cours. J'espère que cela va accroître la normalisation et que cette formation va être fournie aux différents corps policiers dans la province. Et Caroline, alors vu que vous êtes là, et j'imagine que votre micro est activé, donc j'aurais une autre question. Enfin, une autre question qui m'a été posée. Les préoccupations que j'ai entendues et préoccupées à plusieurs reprises lorsque j'ai parlé aux survivantes ou lorsque je regardais les cas. Est-ce que lorsqu'une personne avait contacté la police, a exprimé ses préoccupations, et l'agent ou le service ne tient pas sa préoccupation comme quelque chose de sérieux ou ils ne la prennent pas au sérieux, ils disent que oui, c'est sérieux, mais ils ne disent pas. Quels sont vos conseils aux personnes si vous ne recevez pas le genre de réponse qui, selon eux, est mérité de la part des services policiers? Je déteste entendre ça parce qu'on veut que les agents policiers savent tout sur tout relativement à la loi et maintenir la sécurité des gens. Malheureusement, il y a des agents des services policiers qui ne savent même pas qu'il y a cette option du mandat de perquisition de la sécurité publique. On n'a pas besoin d'avoir une infraction criminelle pour lancer ça. C'est un processus qu'ils peuvent lancer, ils peuvent obtenir et peuvent saisir ces armes à feu dans l'intérêt de la sécurité publique. Il faut reconnaître que c'est un enjeu. Donc peut-être l'OPP et le contrôleur d'armes à feu avons développé ce cours d'apprentissage en ligne qu'on trouve sur notre site qui explique ce processus. Encore une fois, l'information relativement à la sécurité publique et ce mandat de perquisition fait partie de notre formation, mais c'est bien pour les personnes qui suivent le cours, mais c'est également important que le public soit au courant. C'est comme le système de santé, des fois, il faut défendre ses propres droits. Il y a des professionnels de santé qui vont manquer des choses. Et malheureusement, ça arrive. Mais encore une fois, il est question de sensibiliser vous-même que ces processus existent et également essayer d'aller sur le terrain et s'assurer que les corps policiers soient au courant. Maintenant, on a une formation standardisée qui entre en vigueur avec cette nouvelle loi. Nous espérons voir une meilleure réponse émise. Mais ça m'amène à une réflexion. Comme prestataire de services sur le terrain, tout au moins en Ontario, et je pense à tous nos comités coordinateurs ou les agences qui se coordonnent entre elles et on doit s'assurer que tout le monde au comité est au courant, a des informations. Également, c'est une façon de nous assurer que les gens doivent savoir ce qu'ils doivent demander à la police de faire et ce qu'on peut revendiquer. Ça m'amène à la prochaine question. Alors, je vais vous la lancer. Je ne sais pas trop à qui l'adresser. Je vous demande si vous voulez bien y répondre. À toutes. C'est une question donc du harcèlement. Alors, comment allons-nous, en fait, plutôt faire le suivi de ces cas, combien il y en a, combien d'ordonnances d'expertise existent, combien de cas y a-t-il de remise, d'enlèvement de ces armes. Je sais que beaucoup de corps policiers ont un rapport public à cet effet. Y a-t-il une disposition qui existe déjà pour inclure ces informations? Est-ce que vous le savez? Personnellement, je peux dire non. Je n'ai pas entendu parler d'un processus qui a été mis en place.
Et je crois qu'en partie, c'est parce que c'est assez nouveau et comme toute chose, ça prend un moment pour lancer le tout. Et on doit reconnaître que oui, c'est important pour nous d'en faire le suivi. Il faut reconnaître que c'est un enjeu et en ce faisant, nous allons pouvoir mettre quelque chose en place, mais je cède la parole aux autres panélistes pour répondre. Heidi, je vous ai vu justement parler. Levez la main. Écoutez, je ne peux pas parler du maintien des dossiers, mais dans le chat, je vous ai indiqué quelque chose dans les deux langues. C'est un mémoire qui porte sur toutes les recommandations que la police avait fait suite à l'adoption par la Chambre, même avant l'adoption dans le Sénat. Non, non, peut-être là je me trompe, mais près de l'adoption. On avait une liste des recommandations qui explique ce qu'il faut faire à l'échelle de la sensibilisation du corps policier, les cibronaux, les contrôleurs d'armes à feu, et comment le fait que les lois et cette réglementation n'est qu'une seule partie du casse-tête pour optimiser la sécurité publique et des femmes. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir pour nous assurer que toutes ces mesures soient mises en œuvre de façon efficace. Et la recherche indique également qu'au Québec, de façon générale, les agents de police déjà font ça. Donc, parmi toutes les provinces, le Québec, selon la recherche que nous avons effectuée, nous nous sommes adressés aux contrôleurs des armes à feu, aux corps policiers, que oui, ils font déjà ça. Par exemple, aussitôt qu'ils reçoivent un appel, aussitôt qu'ils interviennent, ils viennent au site de l'appel sur la violence familiale. Un rapport est émis. Le rapport est envoyé au contrôleur d'armes à feu, il vérifie, mais encore plus. C'est le minimum que devrait se faire. Ça ne se fait pas automatiquement dans d'autres provinces. Mais ceci immédiatement déclenche une enquête parce que quelqu'un a peut-être un permis ou non et détient quand même des armes à feu. La police va enquêter, va se renseigner et voir si l'auteur a accès à des armes. À Sault-Sainte-Marie, Angela Sweeney, qui a été tuée par arme à feu, et son ex ensuite a blessé son ex précédente, a tué ses deux enfants. Et tout le monde savait qu'il était chasseur et il avait un permis. Enfin, mais la police n'a pas fait sa diligence raisonnable pour savoir si la personne avait accès à des armes à feu ou non. Ma réponse est que, au minimum, qu'il faut avoir un protocole en place pour que la police et les contrôleurs d'armes à feu pour qu'ils puissent faire le suivi lorsqu'il appelle relativement à la violence familiale. Et vous savez, je suis bénévole, j'ai un autre travail et également nous sommes sous-financés dans notre organisation. Nous avons besoin d'aide. On ne peut pas donc aller voir tous les contrôleurs à feu dans toutes les provinces pour nous assurer que ces protocoles existent. Alors, regardez notre mémoire qui donne des directives, qui explique le processus au Québec. C'est lié à toutes les sources qu'on a rassemblées. On a besoin d'un mouvement de la base pour qu'on insiste auprès des autorités d'utiliser ces outils correctement. Si les outils ne sont pas utilisés correctement, ça ne marchera pas. Mais la première chose à faire, c'est d'insister sur l'existence de protocoles qui visent à assurer qui visent à s'assurer que ces nouvelles mesures soient optimisées et utilisées. Je viens d'afficher dans la boîte de clavardage un article de Radio-Canada et qui documente le fait qu'on n'a trouvé qu'un seul cas de drapeau rouge qui avait été signalé. C'est l'information qu'on utilise. On dirait qu'on n'utilise pas cette disposition très souvent. C'est pas très connu. On a donné des subventions jusqu'à présent à des groupes de femmes locaux ou régionaux pour qu'ils diffusent l'information sur la loi drapeau rouge et qu'ils prennent une approche plus large. La mesure a été adoptée, mais
On a vu qu'il y a eu des groupes qui ont reçu des subventions pour faire la promotion de la mesure, mais il faut aller bien au-delà du mesure rouge et du drapeau rouge et parler de toutes les autres opportunités qui existent. J'apprécie énormément ce commentaire. Vous savez, je veux parler des quelques cas, de quelques cas. Je sais qu'Émilie a identifié un cas. Il y a quelqu'un ici dans l'auditoire qui a dit qu'elle est au courant d'un exemple d'utilisation de la loi drapeau rouge dans une situation à risque élevé, mais le nom de la victime a été apparaissait sur le mandat, ce qui a permis à l'auteur des faits de violence de savoir qu'elle avait signalé cela. Et à ce moment-là, l'auteur des faits aurait pu utiliser cela devant le tribunal de la famille. Alors, quel est ce processus? Quand est-ce qu'on l'utilise? Et quels sont les autres processus en place? Quels sont les échecs en matière de mise en qui ont été utilisés? Est-ce qu'il y a des cas où la loi drapeau rouge a augmenté le risque de, de danger? Suzanne, oui. En tant que chercheuse en matière de droit familial, en tant que militante dans ce domaine, on instrumentalise tout cela contre les victimes de violences conjugales durant les tribunaux. Alors, soit la victime essaie d'utiliser la protection et c'est instrumentalisé contre elle, elle est identifié comme quelqu'un qui essaie tout simplement de se venger contre son ex, ou bien on voit que l'auteur de la violence utilise la loi et se dit lui-même victime de violence conjugale. C'est un grand risque, c'est pas seulement limité à ce contexte, mais c'est important à reconnaître. Ce serait très important pour les professionnels, les avocats, de déterminer l'option. La meilleure option est l'option la plus sécuritaire. Et il y a deux options majeures en ce qui concerne les armes à feu. Si c'est quelqu'un qui est visé par la loi sur les armes à feu, on peut utiliser la loi. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas visé par la loi, par exemple des agents de police, on peut pas révoquer leur arme à feu. Et il faut donc utiliser le droit pénal pour lui faire enlever son arme à feu. Donc, voici donc quelques préoccupations qu'on a soulevées. Donc, en fait, il faut s'assurer qu'on pèse le pour et le contre correctement et pleinement. Et il faut savoir que ce sera fort probablement instrumentalisé si on met la demande devant le tribunal de la famille. Souvent, les tribunaux de la famille ne voient pas cette instrumentalisation. Suzanne, j'aimerais qu'on reste sur le même sujet. Oui. Et bon, oui, ça peut être une intention malicieuse, malveillante, un peu comme ce que vous avez décrit. Alors, si vous êtes un avocat en droit familial de la famille et vous pensez à la sécurité, vous vous préoccupez de la sécurité de quelqu'un, vous avez dit qu'il faut s'assurer d'être conscient des différentes options qui s'offrent à vous. Mais moi, je pense à autre chose. Il y a d'autres façons pour le système de droit de la famille peut enlever cela des mains de la victime et
l'avocat peut agir avant même de se le faire demander par la victime. Alors, aidez-moi un petit peu. Oui, oui. Oh, c'est différent de dire la police devrait s'en occuper ou de dire l'avocat devrait s'en occuper parce que l'avocat reçoit toujours ses instructions de la part de la victime. Et dans bien des cas, c'est la victime qui a le mieux identifié le danger. Et je voulais mentionner la peur. La peur, c'est l'indicateur principal d'un danger. Des fois, on pense que les femmes vont exagérer la peur ou trop divulguer, mais dans la plupart des cas, on n'a pas une vision complète de la situation. Par exemple, est-ce qu'il y a de la violence sexuelle? Alors, les avocats doivent savoir que même si on ne vous a pas parlé de violence conjugale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, demander est-ce qu'il y a des armes à feu dans la maison, c'est pertinent, même si on n'identifie pas la violence conjugale. Et il faut être à l'affût de ces sentiments de peur qui sont un bon indicateur. Il faut enlever cela des mains de la victime dans le contexte du droit de la famille, mais il faut s'assurer aussi qu'on puisse divulguer sa propre peur sans tout savoir. La plupart des victimes de violences conjugales ne savent même pas qu'ils sont nécessairement victimes de la violence conjugale. Alors, les avocats devraient identifier le risque, même si la victime ne vous dit pas, oui, j'ai besoin d'une ordonnance de protection, j'ai besoin qu'on saisisse les armes à feu. On peut tout simplement demander pour commencer, avez-vous des armes à feu à la maison? Alors, il faut se rappeler de cet équilibre entre l'autonomie de pouvoir garder le contrôle soi-même. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a dit, je suis allé à la police et je ne conduisais plus la voiture. C'était la police qui a pris le contrôle de la voiture. C'est important que le système fasse son travail en matière de sécurité publique, mais il faut toujours un équilibre et il ne faut pas mettre un fardeau sur les victimes non plus. Je voudrais ajouter quelque chose d'important. Je crois que le projet de loi sur le contrôle coercitif a été adopté et qui permet c'est toujours à l'étude dans un comité. Mais ce qui est important, c'est que dans la loi sur les armes à feu, il y a une définition du contrôle coercitif. Donc, le contrôle coercitif s'applique dans le cas des armes à feu et de la prévention préalable des armes à feu ou la reprise préventive. Alors, ou le retrait préventif. Donc, il faut regarder la violence conjugale dans son ensemble et regarder tous les aspects qui ne sont pas nécessairement physiques. Il faut tenir compte de tous ces aspects qui font partie de la définition de la violence entre partenaires intimes. Je me souviens pas du nombre de ce projet de loi. C'est le projet de loi C16. Et l'idée, c'est de s'assurer que cette définition se trouve dans le Code criminel et pas seulement dans la loi sur les armes à feu. Oui, c'est tout un autre sujet au niveau de la famille, du droit pénal, des armes à feu. Mais le message aux avocats, c'est qu'avec le projet de loi C21, tous les outils de droit sont là pour protéger les femmes. Et il y a beaucoup de mesures non discrétionnaires. Le CAF doit être au courant, l'ordonnance de protection doit être communiquée au CAF et la définition de la violence conjugale est très large. Donc, il y a un potentiel énorme qui permettra vraiment d'avancer dans ce domaine.
Les gens disent, oui, on attend toujours, peut-être bientôt, euh, la décision à l'Oalia. Il y a l'importance de l'éducation, des occasions d'apprendre lorsque ça va mal. Il y a des questions liées à l'accès aux armes à feu. Il y a beaucoup de questions à explorer. Je vais maintenant donner la parole à Caroline pour voir si elle a quelques réflexions finales. Euh, Encore une fois, il faut regarder la situation dans son ensemble. C'est un plan de sécurité pour la victime survivante et ce n'est qu'un aspect de ce plan. Si on peut euh, retirer les armes à feu jusqu'à ce qu'on puisse créer un plan de sécurité plus global, et si c'est un cas à risque élevé, c'est un plan plus complet. Il faut se rappeler que les armes à feu, c'est un élément important de ce plan de sécurité. Oui, et oui, il faut sensibiliser les gens au fait que la présence d'armes à feu augmente le risque pour les femmes survivantes et les enfants. Alors, c'est mon message général. Ça fait partie du plan de sécurité global. Même si on a enlevé l'arme à feu pendant 30 jours, ce n'est qu'un élément du plan. Oui. Vous savez, je vais retourner à Suzanne pour le tout dernier mot parce qu'elle vient de me rappeler quelque chose. C'est tellement vrai. On pense que notre travail qui vise à promouvoir la sécurité et se concentre sur la survivante plutôt que la personne qui cause ces torts. Oui, 50% du temps, vous allez représenter l'auteur des faits et on peut utiliser la loi pour revictimiser la survivante. Alors, l'avocat de l'auteur des faits doit entendre cela aussi. Je pense qu'il faut dépister la violence familiale, même si vous représentez l'auteur des faits. Il faut être vigilant et se garder de perpétuer ces méfaits. Et il faut penser à le désespoir, les idées suicidaires sont là aussi. Et lorsqu'il y a un homicide conjugal perpétré par une arme à feu, c'est souvent un suicide-homicide. Et alors, il faut tenir compte de cela aussi. Merci beaucoup à tout le monde. C'était une discussion fort importante. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette discussion aujourd'hui, alors qu'on commence à penser à la diffusion de l'information notre façon de réagir aux armes à feu et la façon d'identifier ces éléments finaux qui vont nous permettre de créer de nouvelles lois. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir organisé cette réunion.